Merci à tous et à toutes d'être ici. Donc avec Gaël et Sidik, on va vous présenter en fait une réflexion sur l'évolution du risque invalidité. Donc on va vous présenter la genèse de cette idée de réflexion, globalement sur quelques portefeuilles. Et derrière, on va en fait vous présenter en fait des idées de démarche. Rien n'est limitatif, rien n'est exhaustif. Tout est... excusez-moi. Voilà. Tout est à prendre en compte en fonction du pragmatisme aussi sur vos différents portefeuilles, sur la population que vous couvrez. Ce qu'on veut surtout préciser en introduction, c'est que l'invalidité, aujourd'hui, c'est un risque qui est très compliqué, qui fait appel à plein d'éléments humains, à plein d'éléments économiques, qu'il est difficile de mesurer, qu'il est difficile d'identifier proprement, disons. Et au-delà de ça, on a aussi des sujets de contraintes, ce qu'on a appelé contraintes sur les données. On va rentrer tout à l'heure un peu plus en détail dans ce sujet de contraintes, mais en tout cas, voilà, globalement, ce petit disclaimer. En termes de problématiques qu'on a eu à traiter, c'est un recul des taux de passage en invalidité. Donc on ne rentrera pas forcément dans le détail des chiffres là, mais en tout cas c'est globalement un recul de passage en invalidité. Et comme objectif, on s'est donné comme cible de proposer une démarche. Donc on va regarder un petit peu, on a pris le risque invalidité, on l'a un petit peu tordu dans tous les sens, et on va aussi réfléchir sur la mise en place d'indicateurs. Alors encore une fois, rien d'exhaustif, tout est à adapter en fonction de vos pratiques, de vos données, de vos objectifs aussi, mais dans l'idée, voilà. On va donc regarder un petit état des lieux, on va réfléchir sur la mise en place d'une démarche, et puis on va essayer de conclure en essayant d'ouvrir sur les prochaines années, les prochains mois à traiter. Si tu veux, moi je vais là, toi tu es là, parce que sinon tu vas galérer. Alors, pour commencer, un petit état des lieux. Donc pourquoi on a fait cette étude ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a des indicateurs de suivi sur la plupart de nos portefeuilles, et sur certains des portefeuilles, sur le risque invalidité, on a eu des indicateurs qui étaient un peu surprenants. Donc c'est ce qu'on voit là. En fait, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, donc les entrées en invalidité par année, on avait l'habitude, de 2013 à 2017, qu'il y ait de plus en plus d'entrées chaque année. Donc on voit là que ça augmente. Et puis d'un coup, depuis 2017, on a une baisse. Alors on sait qu'on avait un effet portefeuille, un effet population sous risque, mais selon nous, il ne devait pas être aussi important. Et après, 2020-2021, il y a les années Covid. Donc voilà, on a constaté un peu cette baisse au fil des années. En parallèle de ça, on a aussi regardé donc dans nos indicateurs les passages d'incapacité à invalidité. Et là aussi, jusqu'à 2017, on avait l'habitude d'une stabilité. Donc on voit sur le graphique là un 4,5% à peu près. Et de la même manière, depuis 2018, on constate une baisse, et donc plus marquée avec les années Covid. Donc là, on s'est dit, bon, ok, il y a un effet conjoncturel, il y a le Covid qui est passé, mais on a l'impression qu'il n'y a pas que ça. Donc on va aller creuser un peu plus loin. Quand on dit dans l'état des lieux qu'on a essayé de tordre un peu toute la notion d'invalidité, on s'est même reposé la question, est-ce que l'invalidité, il ne faudrait pas la redéfinir, et notamment les catégories qui ont été mises en place il y a un certain temps. Donc pour rappel, quand il y a un invalide, il va voir son médecin conseil qui va lui donner une catégorie. Donc catégorie 1, il est encore en incapacité de travailler, 2, il est plus en capacité, et 3, il a même besoin d'une tierce personne pour assistance. Sauf qu'en fait, entre-temps, en 2022, il y a eu le cumul invalidité et emploi, et du coup, il y a de plus en plus de catégories 2, finalement, qui sont salariés. C'est pas très cohérent, finalement. Donc voilà, donc on s'est juste posé la question, on n'a pas de solution, mais voilà, c'était un état des lieux de ça. Et après, on a parlé du taux d'absentéisme. Alors ça, ce sont des chiffres du baromètre d'AG2R La Mondiale en partenariat avec Ebing. Et on voit aussi l'effet avant Covid et post-Covid. Avant Covid, on était plutôt sur un taux d'absentéisme entre 4 et 5%. Et post-Covid, bon, voilà, c'est beaucoup plus volatile, on est plutôt entre 6 et 7. En 2023, on voit que ça diminue. Mais 2024, je ne suis pas sûre que ce soit la même tendance. On verra ça. Ce qui nous a aussi surpris dans ces...
en tout cas ce qu'on constate dans ces chiffres, c'est l'origine en fait de ce taux d'absentéisme. Jusqu'à maintenant, c'était essentiellement d'origine musculo-squelettique, et on a parlé en XXe siècle, le mal du dos, tout ça. Là, post-Covid, c'est plutôt la santé mentale. Et derrière, on peut se poser la question, c'est la santé mentale, est-ce qu'il y a plus de passages en invalidité ou moins de passages en invalidité dus aux risques psychosociaux? Quelqu'un qui fait un burn-out, voilà, il est en arrêt, ça c'est sûr, pendant 6 mois, 1 an. Derrière, il se reconvertit, il change d'entreprise ou il passe en invalidité. J'ai pas de stats à ce jour, mais la question peut se poser, en tous les cas, du passage en invalidité dû à tous ces risques psychos. Alors, on a aussi discuté avec d'autres assureurs et puis certains nous ont dit qu'ils ont aussi constaté cet impact d'invalidité qui baisse. Donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose au niveau national. Du coup on est parti voir aussi les stats nationales. Donc c'est ce qu'on voit là. Au niveau du nombre de bénéficiaires d'une pension d'invalidité par année, finalement ça a augmenté chaque année jusqu'en 2018. Et puis après on arrive à une espèce de plateau. Et quand on regarde le nombre de nouveaux bénéficiaires d'une pension d'invalidité, donc là, globalement, c'est plutôt assez stable ces dernières années. Par contre, il y a quand même la part d'invalidité de catégorie 1 qui augmente. Donc, elle était à 34% en 2016, elle passe à 37% en 2022. Donc, c'est une part qui augmente de manière assez importante. Ce qu'on a regardé aussi, c'est les passages en invalidité, mais pas par rapport à l'incapacité ici, c'est par rapport à la population active. Et là, on voit aussi, si on enlève les 2 années atypiques du Covid, donc 2020 et 2021, qu'on est plutôt sur des taux stables de passage en invalidité par rapport à la population active. Ici, c'était entre 0,3 et 0,5%. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces constats-là sur les portefeuilles qu'on a pu étudier, sur la vision aussi nationale, on arrive sur un début de bilan où d'un côté on est obligé de faire le point sur les données dont on a à disposition et pour pouvoir mettre en place une démarche aussi, obligé de faire le point sur comment on peut disposer de ces données-là. Donc, les données portefeuille, bien sûr, on n'apprend rien à personne, hein, les effectifs, les prestations, des informations un peu plus qualitatives sur les contrats. Et maintenant, quel type d'informations on aimerait tous avoir en tant qu'actuaire pour pouvoir les analyser facilement, et en tout cas avec confort et sérénitude, c'est la disponibilité, c'est l'exhaustivité des données, l'interprétabilité et un historique confortable. Ça peut être aussi remis en cause par le cumul des portefeuilles au fil du temps, fusion, rapprochement de structure, gestion déléguée versus gestion directe, etc., etc. On peut se poser la question de cette différence de facteurs qu'il pourrait avoir. Et puis, vous êtes aussi nombreux à travailler sur des données open source. On va un petit peu plus en discuter après. Quel type d'informations ça pourrait intégrer? Et on pense notamment à des bases de pathologie, choses qui sont aujourd'hui difficilement exploitables globalement. Voilà, on va arriver à la fin de l'état des lieux. Donc, si on refait un petit fil linéaire, c'est qu'on a constaté des choses, on a besoin de mettre en place un objectif dans notre étude de façon assez simple. Il faut faire attention, c'est-à-dire que cet objectif, pour qu'il soit atteignable, il faut qu'on ait pu maîtriser les difficultés qu'on peut avoir sur les données, et puis on va venir ajouter toutes sortes d'informations, qu'elles soient internes au portefeuille et externes. Là, encore une fois, c'est du basique, mais ça nous a paru important de remettre un peu cette démarche-là au clair. On va aborder maintenant le fond de la mise en place de la démarche. On va prendre un détail, un petit moment sur cette analyse. Donc, dans un premier temps, les passages en invalidité, qui est vraiment ce qu'on vient rechercher ici, eh ben, on va quantifier ce qui va bouger. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur ces objectifs, ces contraintes, ce que je viens de dire, sur les axes d'analyse qu'on peut du coup déployer facilement ou difficilement. Dans un deuxième temps, on a un petit peu retordu le risque invalidité, comme on disait, avec le listing de ce qui peut influer, probablement à la hausse, en tout cas, sur les passages d'incapacité à invalidité. Dans un troisième temps, on va prendre aussi le sujet à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut potentiellement limiter les passages vers l'invalidité ou sur des sujets sur lesquels on est peut-être un peu moins serein parce qu'on a un peu moins de recul aussi, ou puis parce que l'information est difficile à obtenir. Et enfin,
l'objectif de tout actuaire, c'est d'avoir aussi des analyses prédictives. Donc on va donner quelques variables clés, des idées d'indicateurs. Voilà, encore une fois, ça sera un panel. L'idée étant de pouvoir sélectionner au fil des structures et au fil des objectifs prédéfinis. Sur la première étape, sur les passages en invalidité, donc on a analysé les constats, on a mesuré aussi les écarts entre l'attendu et l'observé. Donc l'attendu étant via l'utilisation des tables du BCAC, l'observé étant directement sur la sinistralité réelle. On a pu identifier certaines contraintes sur les données. Et puis derrière, ça donne ces axes d'analyse, donc que ce soit sur des durées, des récurrences, des arrêts de travail. Donc ça peut être des axes d'analyse sur qu'est-ce que sont ces arrêts de travail avant de passer en invalidité. Est-ce que c'est un critère déterminant pour l'invalidité? Est-ce que les passages d'un cap vers un val sont linéaires dans le temps? Donc, Sidi l'a dit au début, au niveau national, on a quand même un déport vers la catégorie 1 d'invalidité lors du passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus de nouveaux invalides peuvent travailler, sachant que les invalides de deuxième catégorie, certains travaillent aussi dans certains cas dans des travaux partiels. Et puis, il y a aussi un troisième sujet qui est que ces invalides qui peuvent travailler ont, en face de chaque travail, des ressources, des salaires, et ce qui peut générer finalement des allers-retours, si on peut parler comme ça, entre aujourd'hui je ne travaille pas, j'ai une rente, demain je travaille, j'ai une rente qui diminue ou qui s'éteint, après-demain ma pathologie redevient un peu plus présente, j'arrête de travailler, donc ma ressource qui provient de la rente redémarre. Donc ça peut générer des difficultés de lisibilité dans le temps. Donc là, c'est un peu plus annexe, dans le sens où on n'est plus forcément sur du passage, parce qu'on est déjà dans une situation d'invalidité, mais imaginons qu'un incapable soit en mesure de travailler un petit peu, en fonction de sa pathologie, peut-être que le passage en invalidité serait retardé de quelques mois, quelques années. Ça, du coup, ça rentre un peu plus dans nos sujets. Maintenant, en termes de facteurs contributifs, on va passer assez vite sur cette partie-là. On a identifié les motifs d'absentéisme, on va le voir juste après, avec leur incidence potentielle sur le risque invalidité. Derrière, bien entendu, il y a les profils de risque, qu'ils soient déterminés de façon très statistique ou via des modèles un peu plus machine learning. On peut imaginer aussi des secteurs d'activité dans les profils de risque. Et puis, surtout, on va maintenant chercher l'impact des principaux modes de travail. Quand je dis impact, il faut comprendre tendance, puisqu'un impact chiffré, c'est toujours une fois difficile sur ce genre de modèles et de notions. Mais en termes de motifs d'absentéisme, on a évoqué tout à l'heure les TMS, il y a les maladies chroniques, la LD, qu'on a regroupé dans une seule rubrique ici, et les risques psychosociaux qui sont présents aujourd'hui. Maintenant, chacun de ces grands risques-là peuvent avoir des tendances supposées, donc le terme supposé est quand même assez important ici, sur le passage en invalidité. Le supposé s'entend aussi selon les populations, selon qu'on parle de populations cadres de bureaux, non cadres dans les usines, dehors, dans des métiers à risque ou des métiers dits pénibles. Il peut y avoir aussi des approches sur la capacité de travail qui s'apprécient dans ces cadres-là. Maintenant, il y a aussi un autre sujet qui a été évoqué en introduction, c'est quid du structurel versus du conjoncturel sur ces effets-là. Aujourd'hui, on a des risques psychosociaux qui arrivent, qui seront probablement confirmés ou en tout cas stabilisés avec des choses comme le télétravail, qui peuvent générer, on va le voir juste après, des pathologies peut-être un peu nouvelles. Maintenant, ces sujets conjoncturels, il faut se poser la question, est-ce qu'on parle de conjoncture sur 1 an, sur 5 ans, ou est-ce qu'on parle de conjoncture peut-être un peu plus longue, sans parler de structure propre au cœur du risque. Sur les motifs de risque, on a bien sûr ceux propres aux salariés, on a ceux propres au secteur d'activité, et on a d'autres types de caractéristiques qu'on va pouvoir aller chercher via des données open source, notamment le climat, le mode de vie, l'accès aux soins, les lieux d'habitation entre urbain et rural. Donc tout ça, ça peut être lié comme ça peut ne pas être lié. Et puis une notion qui est très peu évoquée,
sur ce sujet-là, souvent dans nos discussions, c'est l'âge biologique des assurés. Donc l'âge biologique, c'est quoi? C'est globalement l'âge de notre corps, de l'état de nos organes, de l'intérieur de notre corps, versus notre âge réel, qui correspond à l'année de naissance versus aujourd'hui. Donc ça, cet âge biologique, finalement, en fonction des populations, en fonction des modes de vie, par exemple, peut évoluer, en fonction de la génétique, peut évoluer en fonction des différents portefeuilles qu'on peut avoir, et ça peut en partie, ça pourrait en tout cas expliquer des taux de passage différents, parce qu'un portefeuille a évolué différemment que ce qu'on avait attendu initialement, parce que finalement on a une population qui a fait appel énormément à de la prévention les années passées, etc. Donc ça peut avoir tendance à freiner ou à accélérer en fonction de ces éléments-là. Sur l'âge, on a voulu aussi vous rappeler que c'est voire le facteur numéro 1 sur le passage en invalidité. Donc ici, ce sont des courbes qui représentent la part des invalides dans la population française. Ce sont des courbes qui sont totalement publiques. C'est publié par l'adresse chaque année. Ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui est très significatif. Il y a un petit report entre 2015 en pointillé et 2022 en très plein à cause des réformes des retraites. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le lien que ça peut avoir en fin de carrière sur ces dispositifs d'assurance chômage et de travaux sur les seniors, qui sont encore en cours de discussion au niveau national. Et ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est l'impact du vieillissement d'un an d'une population. En santé, c'est assez simple, on considère tous que c'est entre 1,5 et 2% pour les actifs du coût supplémentaire lié au vieillissement d'un an. Sur l'invalidité, on pourrait chiffrer ça à de l'ordre à 0,1 point de passage supplémentaire. Alors, ça dépend, attention, beaucoup des portefeuilles, des populations qui sont couverts derrière, des types de métiers qui sont couverts derrière, mais on pourrait aussi réfléchir dans ce sens-là. Mon portefeuille, s'il vieillit d'un an, qu'est-ce que ça donne en termes de taux de passage? Enfin, on va avancer maintenant sur les actions qui peuvent être limitantes, c'est-à-dire qui peuvent freiner un peu les passages en invalidité. Ça veut dire aujourd'hui de les diminuer par rapport à ce qu'on attendait, mais peut-être ça veut dire qu'on a un pic demain qui arrive. Ça, c'est une autre possibilité. On a le mi-temps thérapeutique, on a le temps partiel en termes de travail, et on a ce grand sujet du télétravail, alors, qui ne s'applique pas à toutes les professions en France, attention, mais qui est apparu de façon forte depuis le Covid, qui a fait l'objet toutes les fins d'année de discussions en fonction des entreprises qui lâchent un peu plus ou qui reviennent un peu sur les accords. On s'est posé la question de qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur l'invalidité. L'invalidité qui peut arriver 3 ans après le début d'un arrêt de travail, au plus tard. Donc c'est un risque qui est déjà long avant qu'il se mette en place. On a imaginé que certains facteurs peuvent accroître les taux de passage en invalidité. Typiquement, je suis mal installé chez moi pendant 3 ans, je fais 100% télétravail, j'ai le dos cassé, plus vite que si jamais j'étais bien installé au bureau. A l'inverse, une baisse potentielle des taux de passage en invalidité, c'est que si je fais 100% télétravail, je prends moins ma voiture pour aller travailler, j'ai moins de risques d'accident. Maintenant, il y a aussi des éléments inconnus, type le confort de vie, type l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Ça, c'est des éléments, pour le relier à de l'invalidité, c'est beaucoup trop tôt. Peut-être que même demain, on aura encore des difficultés à les lier, mais c'est des axes d'étude, c'est des axes de réflexion, en tout cas, qui peuvent être intéressants avec le croisement de données RH. Alors ça, c'est des choses qui sont quand même lointaines, des services d'actuariat pur, disons, mais ça peut être des pistes aussi d'analyse. Alors, ça, je peux passer peut-être aussi un peu vite sur les différents dispositifs qui sont en place, type les actions de prévention, les dispositifs cumul emploi-invalidité. Voilà. Il y a des choses qui peuvent avoir des incidences, comme la prévention, qui arrivent avant, globalement, et puis des choses qui aident aussi à limiter les aggravations. Là, on est plutôt sur du maintien, sur de l'aller-retour, entre guillemets, entre le travail et l'invalidité, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, ces éléments-là peuvent aussi jouer sur des taux de passage éventuels. Voilà. Si on conclut sur cette partie démarche, l'analyse prédictive qu'on souhaiterait mettre en place, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des constructions de scores prédictifs. On aimerait savoir, pour tel type de population, pour tel
segmentation, eh ben, la chance de passer, voilà, le risque de passer invalide est plus ou moins forte que notre population, que mon portefeuille au global ou que l'état du BCRC par exemple. Ces passages nécessitent, ces prédictions nécessitent d'intégrer des données globales, socio-économiques notamment, externes, via l'open source, et c'est ces éléments-là qui vont être finalement nécessaires pour la construction d'un reporting continu. Et quand on parle de continu, on parle de dynamique. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà en place ces éléments-là. Ce qu'on vise ici, ce sont plutôt des constructions un peu complémentaires. L'idée étant de pouvoir scinder facilement son portefeuille, mettre à jour facilement ses études. C'est aussi avoir des liens entre son portefeuille et la souscription, notamment. Typiquement, j'ai mon portefeuille, il a 40 ans d'âge moyen, mes invalides ont en moyenne 50 ans. Demain, je fais rentrer que des entreprises de population jeune par rapport à mon portefeuille. Comment mon risque va être projeté par rapport au risque que je connais aujourd'hui? C'est ces éléments-là qu'on vise de façon dynamique. Voilà. En termes de conclusion, donc on va présenter quelques approches, des idées d'indicateurs. On parle ici d'outils de pilotage visuel. Pourquoi visuel? Parce qu'on va mettre en avant beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses. Le but du jeu, encore une fois, c'est de ne pas tout mettre. On n'est pas là pour dire qu'il faut faire ça, 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 ça. C'est vraiment dans un sujet de... le caractère visuel permet d'avoir un premier niveau de contrôle, un premier niveau d'assurance pour soi-même qu'on n'est pas sur du décalage. Donc on est sur la mise en place d'indicateurs avec les variables qu'on veut vouloir être explicatives. Ces indicateurs-là, dans l'imaginaire qu'on a, c'est avec des systèmes de seuil. Pourquoi des systèmes de seuil? C'est qu'une fois qu'on aura intégré dans ce dynamisme de mise à jour, on va dire en continu, des informations liées à la souscription, liées aux résiliations, etc., là, finalement, si je sais que mon taux de passage il est lié à des populations qui sont sur tel métier, plutôt sur des populations d'entre 45 et 55 ans, si cette population-là devient majoritaire dans mon portefeuille, j'ai un vrai risque d'aggravation de ma sinistralité demain. L'idée, c'est de se fixer un seuil. Par exemple, cette population-là, aujourd'hui, c'est peut-être 20% de mon portefeuille. Je veux que si jamais elle devient 22 ou 25% de mon portefeuille, avoir une alerte qui va générer des études complémentaires, qui quitte à revoir un peu les modèles, si on a besoin de les revoir. Je ne sais pas si vous avez des points à ajouter. Voilà. En termes d'idées d'indicateurs, donc là on a fait un peu fourre-tout, donc c'est pour ça qu'on a pas mal d'idées ici. Encore une fois, c'est selon vos populations en priorité. L'idée c'est quoi? C'est on a une partie risque que vous maîtrisez sur vos bases de prestations. Il y a une partie risque qui est sur la base des assurés, donc comprendre qui sont vos assurés. Et puis après, on a toute une nébuleuse d'autres données. On a pu soit classer en données RH, donc avec l'absentéisme, la distance par exemple entre le domicile et le travail, ça peut être l'utilisation du télétravail, ça c'est des éléments qui sont difficiles à interpréter de façon directe, voire impossible dans vos bases de données. Ça peut être l'utilisation de données externes, mais ça peut être aussi, et c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui il faut des moyens et il faut de la main-d'œuvre aussi disponible, le croisement entre les bases de prévoyance et les bases de frais de santé. C'est des réflexions ou des pratiques en cours chez de nombreux assureurs, mais on aimerait toujours aller plus loin là-dessus. Attention, il y a des sujets RGPD, il y a des sujets IE-Act là-dessus, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est de dire qu'on a la capacité d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui sur l'invalidité au sens large. Alors j'entends et que certains ont la capacité d'aller loin parce qu'ils ont du volume, ils ont des équipes dédiées, etc. etc. Ce n'est pas le cas de forcément tout le monde sur ce risque-là, qui est un risque qui coûte cher, entre nous. Et peut-être que l'IA, donc ici dans son plutôt l'utilisation de machine learning, peut aider à identifier des actes, des axes d'analyse, des traitements de données aussi, pour éviter de traiter des données qui sont seulement structurées. On pourrait imaginer des données un peu moins structurées qu'on pourrait relier. Donc ça, c'est des réflexions qui sont clairement en cours.
Donc voilà, donc dans ce panel-là, l'idée c'est de trouver quelle est sa meilleure approche. Et pour conclure cette présentation, 3 axes. Le premier, quantifier. Le deuxième, c'est avoir un avis technique plus large que le simple constat sur les résultats qu'on a pu avoir. Et enfin, c'est utiliser les éléments d'intelligence artificielle. En termes de cas d'usage, de ces maîtrises-là, de cette meilleure maîtrise-là, il y a la solvabilité, c'est connaître ses tolérances au risque, c'est les ratios de solvabilité. En termes de souscription, c'est mieux maîtriser son risque, donc c'est pouvoir avoir aussi des tarifs un peu plus démarquants ou déterminants des offres en face. C'est l'adapter aussi en termes de politique de souscription. Ça peut être aussi la réflexion de création de nouveaux produits, peut-être un peu démarquants en termes de garantie par exemple. Et ça peut être aussi un axe complémentaire de réflexion sur les sujets de prévention qui peuvent, dans un effet un peu redondant, limiter le risque de demain. Ces points-là, mis tous bout à bout, ça permet du coup d'une meilleure visibilité aussi dans les équipes internes. Ça permet de mieux se connaître en termes de portefeuille. Et surtout, l'objectif, c'est aussi de pouvoir projeter et de prédire un petit peu ces évolutions sur les ratios de solva, par exemple, sur les provisions mathématiques. C'est aussi l'idée, c'est de revoir l'étape les méthodes de calcul, par exemple, de provision pour sinistre inconnu, d'utiliser la DSN. Ça peut, voilà, il y a plein de cas d'usage pratiques réalisables. Je ne sais pas si vous voulez compléter Et si on veut vraiment aller plus loin et conclure cette journée ici, si on doit résumer notre présentation, c'est dire que finalement, globalement, à part sur certains acteurs qui ont la capacité d'aller un peu plus loin, l'approche de l'analyse de risque invalidité, aujourd'hui, elle est globalement globale. C'est-à-dire qu'on regarde sur l'ensemble des portefeuilles, parce qu'il y a aussi un sujet volume de données, aussi un sujet accès à la donnée. Peut-être qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est toujours pertinent, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est globalement convaincu qu'il faut aller plus loin, parce que c'est quelque chose qui évolue de façon très atypique depuis au moins le Covid, un petit peu avant, mais au moins le Covid de façon assez certaine. La segmentation des portefeuilles, ça paraît un terme simple comme ça, mais on peut l'imaginer avec des croisements de données externes. Je pense même qu'il faut l'imaginer dans ce cadre-là. C'est se poser la question, quand on projette les sinistralités, du structurel et du conjoncturel. Alors la difficulté, c'est qu'on a un risque qui arrive tardivement et qui est long terme. Donc il faut arriver à mélanger tous ces éléments-là. Et il faut aussi arriver à le lier à tout ce qui peut être propre de la solvabilité et la souscription de façon très simple, avant de réfléchir à des sujets d'intelligence artificielle bien plus larges. Mais voilà, c'est les gros chantiers d'aujourd'hui, de demain, sur ce risque d'invalidité. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Attends, je vais mettre le micro. Merci pour votre présentation. Là, on parle essentiellement du passage en invalidité. Ouais. On évoque d'ailleurs des mutations au niveau des potentielles causes médicales qui vont générer ces passages en invalidité. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera pertinent de tout de suite mettre sous monitoring les durées d'invalidité en elles-mêmes? On parle des risques psychosociaux. Les risques, le pronostic vital est plus généralement moins engagé pour une dépression que pour un cancer avancé ou des maladies neurodégénératives à évolution rapide. Si, effectivement. Alors là on s'est attaché au taux de passage parce que l'évolution qu'on a constatée, on l'a constatée que depuis quelques années, disons moins de 10 ans, juste avant le Covid.
globalement. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on a un peu moins de recul sur le maintien en invalidité, qui est le fond du sujet. Mais effectivement, ce sujet monitoring est appliqué un peu partout. Ça peut être aussi appliqué sur les durées de présence moyennes, par exemple, en première catégorie versus deuxième catégorie, où on peut considérer qu'en première catégorie, donc les catégories dans lesquelles on est capable, en théorie, de travailler, versus deuxième catégorie où on n'est pas capable de travailler, il y a ce sujet probablement derrière de risque vital ou non pour la vie. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de le voir, soit sur des éléments très statistiques sur le portefeuille. Après, dès qu'on croise aux données de santé, c'est quand même délicat. L'accès à l'information est quand même difficile, voire pas possible. C'est pour ça que les données globales open source peuvent aussi aider, en fonction des portefeuilles, des bassins de population qu'on assure, à faire des recroisements. En fait. Dans ce cadre-là, effectivement, ça peut être de regarder ce qui se passe sur les risques psychosociaux, les risques TMS, les risques cancer, parce qu'on sait que cette population-là, elle est un peu plus à même d'avoir tel type de risque. Effectivement, c'est un sujet monitoring. Le but du jeu, c'est ce qu'on a affiché ici. La vraie difficulté, c'est choisir son cheval, quelque part. Mais oui, sur le fond, je suis d'accord. C'est à mettre au même titre que les taux de passage. Donc on n'est pas trop rentré dans ce sujet maintien, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on est capable de développer pour avoir cette ventilation de l'invalidité selon de grandes familles, disons, de pathologies. Et ça, c'est d'autres sujets un peu plus sensibles, parce que la donnée santé, aujourd'hui, c'est un frein. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.